Donc je me présente, je suis le chimiste. Je me suis auto-défini un peu comme un énonciateur semi-fictionnel. Alors semi-fictionnel pourquoi? Parce que je me suis dit qu'il fallait, pour être conscient d'avoir un rapport à la fiction, avoir un pied à l'extérieur. Donc avoir un pied dans le réel, ce qui me rend un peu comme ça transcendant. Donc j'utilise cette transcendance pour transformer la chaufferie en une réaffliction. Donc c'est une espèce de rapprochement, donc afflictio, affligo, entre le réel et la fiction, qui mène par extrapolation à ce qu'on entend par affliction en français, donc ce heurt. Et le heurt m'intéresse parce que c'est ce qui fait résonner les chimes. Ici, ce sont des chimes particulières, ce sont les chimes du changement d'état, qui est un nouvel affligo entre le carillonneur anglo-saxon, le chimiste, et le chimiste francophone des matières transitoires. Donc ici, lieu de la réaffliction, c'est le ballon, cette chaufferie portée à ébullition par chauffage, pour éprouver comment, après dissolution, la chimère est appropriable par vous en tant qu'audience tube. Alors c'est pour vous expliquer un peu tout ça qu'en haut, vous trouverez cette valve de réaffliction, qui est un espace post-condensation, où vous trouverez les béchers à pipette, qui sont les béchers post-capture, et les béchers pour résidus post-fraction. Alors maintenant, on va passer, on est déjà en fait dans Woolen Wings, le CNIT 3, d'un petit Mataum Fayou par le mouton glaucon, qui sera notre banc d'insolation. Alors, pour revenir à moi, le chimiste, pour l'espace, j'étais donc agitateur en tant qu'exégète. Pour le temps, j'étais donc un opérateur. Et maintenant, on va passer à un état d'agitation qui clôt l'ère des chimes à proprement parler, c'est-à-dire l'incarnat. Donc je vais passer du statut de l'état de chimiste à l'état de mouton glaucon. Bonsoir. Rassurez-vous, c'est une image. Vous avez tout vu, monsieur, c'est une image. Vous nous servirez de mouton. Que je vous serve de mouton, moi. Vous serez dans la cellule d'une brute dangereuse. C'est peut-être un fou. Vous l'observerez, vous lui inspirerez confiance. Vous serez utile à la société. Je refuse de faire le mouton. Rassurez-vous, c'est une image. Alors, il faut se rassurer, c'est qu'une image. Donc, nous sommes ici dans le CNIT 3 d'Adoptive Mataum Fayou, un projet à 4 mouvements basé sur la subdivision du mythe, allégorie, anecdote, conte, chose de la caverne. Et là, nous sommes dans le troisième mouvement qui est le mouvement de l'échappée, le mouvement où on sort et on rencontre l'intelligible de face. Alors, c'était dans une ancienne salle de cinéma qui avait été murée. Donc ça répondait à cette acception première qu'on a donnée en termes d'acception spatiale, c'est-à-dire l'association de la caverne à un espace de cinéma, qui est en fait une acception littérale, uchronique,
puisque évidemment un système analogique possible à l'époque. Mais ce qui nous intéresse, c'est une relecture cartésienne qui nous mènerait à faire du photo-photon, bloco-bloton, plateau-plateau. Donc de la platographie, qui serait cette projection d'objets réels, qui s'éloignerait fortement de la photographie, qui est une mise en léthéia, donc j'y reviendrai, d'éléments réels. Donc la léthéia, c'est c'est la mise en retrait. C'est ce qui est ouvert et sans retrait, c'est-à-dire ce qui a été traduit pendant très longtemps comme la vérité. Et alors qu'il n'en a jamais été question, parce que la vérité, comme le dit Heidegger, est une notion qui est plus proche de l'homoiosis, qui a un impact de rectitude. C'est-à-dire que c'est une notion droite, tandis que l'alétheia est une notion soustrative. On retire du léthéia au fur et à mesure qu'on avance vers la connaissance. Ça peut paraître un peu pompeux, mais tout ça pour dire que je suis un mouton. Je suis un mouton pourquoi? Dans le CNIT 1, il a fallu trouver comment se comporter dans la phase première de l'allégorie, c'est-à-dire seul, dans une caverne, sans pour autant se dire qu'on a nécessairement besoin de cette période. Donc en gros, on était dans une situation un peu de gordienne. Il a fallu trouver une échappatoire transférienne en passant, à l'époque, c'est ce que je pensais, par une stratégie d'opinion. Donc, en gros, insatisfaction croissante. On est dans la caverne et on a trouvé un système pour ne pas s'y ennuyer. Donc la caverne, la dichotomie, donc on avait le sensible, par rapport à la flamme, l'intelligible par rapport au soleil, et il a fallu trouver une troisième instance qui était l'indivisible. Il était en fait l'acte parce que bien dans la caverne, on se dit l'homme est seul, un peu face à lui-même, il n'a pas de rapport à l'autre si ce n'est par l'ombre. Comment va-t-il développer une technique pour interagir dans ce statu quo? Ce qu'il a, c'est la Pelocampidus, la peluche du nombril. Donc, il peut la tisser sur un tricotox, comme celui que j'ai dans mon dos, et jusqu'à obtenir une capacité en wireframe à produire des formes qui sont filtrées par l'ombre des montreurs et permettront d'agir sur ce qu'il perçoit. Alors ça va à l'encontre de ce qui nous permet, une des exceptions qui nous permet de nous satisfaire de ces statu, c'est-à-dire l'exception sociopolitique, le mythe de la caverne, le mythe parce que ça permet de valider un comportement social et moral. C'est-à-dire, en gros, le complot des puissants, on me montre des choses sur lesquelles je n'ai pas d'impact, je ne suis pas maître de la présidence, et le sophiste est là pour m'enfumer avec ses formes. L'émancipation se percevait en fait comme quelque chose d'un acte un peu héroïque, qui se vivait un peu comme ça, c'était un fantasme à l'époque. Et puis, il a fallu passer au CNIT 2. Donc CNIT 2, on se rend compte de là où on est. On sait que, voilà, qu'il y a un cornadis. Une cornadie, c'est cette forme qui verrouille la tête des animaux en capture, c'est-à-dire un système autobloquant qui permet d'orienter la tête face à la surface projetée. Et pas du tout un système de chaîne comme c'est écrit, parce que ça ne bloque absolument pas les rotations de la tête. Ensuite, la révélation a été que le plateau, que tout ce qui était de l'ordre de l'intelligible n'était pas nécessairement lié, comme on l'avait vu précédemment, au soleil, mais au plateau. Donc j'ai mis plateau en plateau. Pour le donc plateau est à côté de moi, mais il a un peu forte portée, il a un peu subi le poids de doigt. Donc il répète en boucle allégorie. Donc il fait des ombres grécoises sur un plateau. Alors là, en se retournant, on sait que Platon est un grand lecteur d'Homère, et on se dit que quand même, on est amené à une des exceptions de l'île de la caverne, c'est-à-dire l'exception formelle en tant que conte. C'est-à-dire a priori morale, où la morale serait va le plus loin possible du léthéia,
Donc, Unterborgenheit, toi le plus possible. Unterborgenheit, c'est traduction littérale, et ça pourrait être traduit par se désabberger. Berger de héberger, de la mise en retrait. Donc, c'est s'ouvrir, se mettre ouvert et en retrait, la littérale. Là, en fait, l'idée, ça a été rapidement de trouver ce pourquoi on était dans cette situation moutonnante, donc avec tout ce que l'on engage en vocabulaire de mouton. Et on a trouvé Shrek le mouton, qui a passé 6 ans dans une caverne. Et ça a eu un impact stylistique. Et finalement, avant d'être mis en captivité, à l'état féral, le mouton peut-être était-il un animal de caverne. Là, ce qui se passait quand même dans la caverne était très proche d'un mythe donné qui était le mythe de Polyphème. Donc ce passage de Ulysse se libère. Et Ulysse se libère en se cachant sous les moutons. Donc ça a commencé à germer comme un système qui est de plus en plus clos. Alors, cette histoire de s'échapper et de Polyphème, si on est dans l'acception du conte, on comprend qu'il y a plusieurs personnages. Si on est dans l'acception sociopolitique, on comprend en effet qui est Polyphème, c'est puissant, c'est la unique, c'est... Mais alors, si on est dans l'acception première, l'acception allégorique, c'est au sens où on est dans un système mental, alors on est obligé de se dire que, d'une certaine manière, on est notre propre Polyphème. C'est-à-dire qu'on est notre propre autorité de réception de l'image unique, de l'œil unique. Alors on est passé par d'autres personnages, donc le personnage de cryocéphale, à la tête de bélier. Et donc là, encore une fois, ça ouvert un pan de lexique qui est assez large. Et j'ai fini par un peu démêler la chose. Donc on a Khnum, Amon et Arsaphès, qui sont les 3 déités avec la tête de bélier. Donc là c'est Khnum. Khnum n'a pas de petit chapeau. Amon a le chapeau à plumes et Arsaphès a le chapeau soleil. Donc Arsaphès, qui est descendant de Ra, donc Hélios en grec. Donc là, ça nous rapproche de Phaéton plus tard. Ra, ça devient intéressant que dans cette acception solaire intelligible, donc l'œil unique du cyclope serait un œil solaire, l'œil projectif, l'œil du vidéoprojecteur. Donc là, j'ai fait une expérimentation, peut-être qu'il faut vraiment tout de suite. Pardon, je pousse mon tricotin, puis je reprends. Donc, c'est toujours très compliqué, c'est le moment de l'émancipation. La libération. Ça vous permet de bénéficier de l'identité. Cette histoire de flamme, on s'est dit que oui, une flamme c'est un point unique, mais forcément il y a des ombres de deux côtés. Donc peut-être qu'on peut récupérer la lumière, et donc cet œil unique, on s'est dit qu'on pouvait faire un vidéoprojecteur. Alors bon, j'ai essayé de fabriquer un vidéoprojecteur avec un œil unique. Voilà, donc ce sera notre extérieur de la caverne, pour l'avenir, projeté par le cycle. C'est presque aussi compliqué de retourner en situation que dans sortie. Alors, l'œil du cyclope, il a fallu aussi positionner dans le visage, parce que là, vous voyez qu'on le met entre les deux yeux humains. Sauf que ça bouche les canaux du nez, donc on ne peut plus respirer. Alors, l'idée, ça a été de faire souvent, on voit dans la présentation que l'œil est plus au milieu du front. Sauf qu'au milieu du front, ça oblige à enlever la frontale. Ça rend, en gros, frontal, c'est-à-dire qu'on dit tout ce qu'on pense. C'est pour ça que Polyphème s'appelle celui qui parle de nous. Initialement, moi, je voulais faire ça, mais je me suis dit que c'était peut-être un peu prendre de l'avance sur le mécanisme de projection. C'est-à-dire replacer la projection au niveau du nombril. D'ailleurs, on va revenir avec eux. C'est lui qui nous permet de faire un petit résumé de la situation. Un habit en laine philosophique. Ogre, laissez-nous méditer. L'aspect et la forme parfaite. Le soleil et l'astre parfait. Oh, rien n'est si parfait que la terre.
toujours vers le soleil levé et tendant vers sa formeuse. Sinon, l'œil, miroir de cet astre, est semblable à la vie. La sphère et la forme des anges. Alors, n'est donné que d'étranges incomplets. Ça me semble bien résumer la situation. Et on voit sur sa milieu qu'il y a cette spirale et qui permet peut-être de placer cet œil nombril qu'on a retrouvé chez Arras. Je ne vais pas vous remettre l'extrait complet, mais donc là on avait le cyclope binoculaire, le cyclope à deux yeux. Ce qui nous permet de, sur cette histoire de tourner tous les personnages dans la mutation, ce qui nous permet d'avancer, c'est Samson Burke, qui est dans l'histoire du film de Cyclope, le seul héros à avoir été à la fois l'adversaire du Cyclope et le Cyclope lui-même. Dans Hercule, les trois Stooges de Edmund Burns, donc voilà, donc là c'est Hercule qui va affronter ce Cyclope populaire qui se fait planter l'œil par Ulysse. C'est que Samson Burke. Donc les multimorphes, nous sommes tous les personnages. Donc Amon, Knoun, tout ça j'ai pas fini, mais en gros Amon c'est Hymen, qui veut dire l'innommable. Donc c'est ce qui est assez proche finalement de cette Aletheia dont on parle. C'est une chose qu'on ne peut pas accéder mais qui montre en même temps le soleil. Donc là on est avec dans le temple d'Amon à Karnak, alignement spectatoral, qui sont tous encore maudits. Ça me semble être une information potente. Donc ça, c'était sur cette histoire de mutation variée, c'était un peu pour peaufiner le CNIC 2. Donc on va passer au CNIC 3, la libération, sachant qu'on est dans cette acceptation où on ne peut pas s'échapper de la caverne. On a un problème, le problème du mouton volant. Là, c'est des ailes cornadies, des lambeaux. Ça ne semblait pas pouvoir marcher. Alors, comment produire le mouton volant? Comment le penser et comment peut-être essayer de dégager une solution? Donc, première étape, ça a été... It's my belief that these sheep are labouring under the misapprehension that they're birds. Observe, for example, that ewe in that oak tree. She is clearly trying to teach her lamb to fly. Talk about the blind leading the blind. Why do they think they're birds? Another fair question. One thing is for sure, the sheep is not a creature of the air. As for flight, its body is totally unadapted to the problems of aviation. Trouble is, sheep are very dim. And once they get an idea into their heads, there's no shifting it. But where did they get the idea from? From Harold, he's that sheep over there under the elm. He's that most dangerous of animals, the clever sheep. He's the ringleader. He's realised the sheep's life consists of standing around for a few months and then being eaten. And that's an impressive prospect for an ambitious sheep. He's patently hit on the idea of escape. Donc là, en gros, ce mouton aveugle, ça nous semble être Platon. C'est celui qui vient libérer, et ça nous donne une clé intéressante, c'est-à-dire est-ce que Platon ne serait pas de l'ordre d'un Dédale qui, ayant lancé Icare, veut tester sur d'autres. Donc en gros, il est sorti, il a vu que l'intelligence est inaccessible, et il redescend pour dire à d'autres de monter et de faire cette tentative. Bonsoir, ici nous avons les diagrammes modernes du mouton anglo-français. Ce n'est pas le Maintenant, quand le comme ça, nous avons dans la tête le cabine. Ici, où se trouve le système. C'est formidable, n'est-ce pas? Ici, première classe, troisième, maintenant, dans la tête, comme ça, comme ça. Démonstration fantastique. Sur toi. 1, 2, 3. Ça m'a paru être impossible de formulation de comment faire voler un mouton. Donc je me suis dit qu'il fallait faire appel à quelqu'un qui était plus dans l'aéronautique, plus versé dans l'aéronautique que moi. Donc je ne suis pas expert. Donc j'ai fait appel à Triangle Heureux,
En gros, lui, ce qu'il a fait, il a trouvé une solution pour créer du vol continu au-dessus de la croûte nuageuse générée par l'hiver nucléaire, en bénéficiant par des condensements perpétuels régénérés par la réfraction du soleil qui se fait sur la croûte nuageuse. Donc, autant vous dire qu'il y a un certain niveau de connaissance. Alors lui, il m'a tout de suite aiguillé, Codex Atlanticus. En gros, on prend le tricotin et on essaie de voir si on peut en faire un parachute. Donc en fait, on s'est orienté par les manlifting kites, les cerfs-volants souleveurs d'hommes. C'est une tradition qui date du 6e siècle, finalement. Il y a des traces chez Gao Liang, c'est un tyran du nord du Qi, qui lui lançait comme ça des esclaves pour voir s'ils volaient approcher des cerfs-volants. Alors on a été voir chez les box kites début 20e, et puis on a eu le coquille kite. Alors c'est la forme de lude, la peau de mouton Ikea. Ensuite on est passé chez King Frog, donc là c'est du tricotin plus sophistiqué, donc King Frog c'est Ramel 1905, des petites alvéoles qui permettent de créer une portance suffisante pour soulever un homme. Après, forcément, il y a eu du travail et on a dû lâcher la production de cerfs-volants hyperstordom parce qu'il y a quand même ce risque toujours qui est le poids dans l'incarnation en mouton qui est le poids de Panurge. Sachant que dans Panurge, évidemment, dans l'extrait, Rabelais fait tout de suite référence à Polyphème, avec cette idée d'un engagement sur Hey, gone. It's gone. Alors là, lui, admettons qu'il est tombé. Yeah. Tout va bien. Le problème, c'est ça. Don't do it, man. Don't do it. Take a land through it as well. Oh, shit. There he goes. Oh, my God. Don't do it. Oh my God. I think you do. Encore. Donc c'est le cas des moutons suicidaires. Donc il y en a eu beaucoup en Turquie notamment, c'est étrange pour la fois, mais il y a beaucoup de cas recensés, des cinquantaines de moutons qui se jettent de falaises, qui sont tous menés les uns après les autres. À laquelle vient s'ajouter ce troisième suicide. Voilà. Donc on revient à des stratégies quand même de vol qui sont beaucoup plus simples, qui sont plus archaïques, voilà. On tente de tout pour le tout. Alors là, les bidons qui s'échappent, c'est de la Golden Fleece. J'ai pas parlé de Chrysomalos, qui est quand même l'incarnation du mouton volant. C'est le Chrysomalos, c'est la toison d'or, celui qui sauvait les Phrixos, et qui est un descendant de comme Polyphème, ce qui nous ramène encore une fois au cas du mouton cyclope. Et donc l'idée que dans l'acception première, c'est-à-dire l'acception où on est dans un auto-intelligible, en fait, où tout est un référent interne, le fait de sortir de la caverne n'est qu'un déplacement. D'où le fait que je reprojette le ciel comme une image. Alors, il y a eu un troisième plan de recherche que je passe vite. On s'est dit qu'il fallait chercher dans les chakras. Donc il y a l'Anipura, qui est le chakra du nombril. Alors, à même chose amusante, le mantra chakra pour appeler le nombril, c'est Ram. C'est le nombril, c'est le chakra du feu. Ensuite, on a l'Ajna chakra, qui est le chakra du troisième œil, qui est situé au milieu du front, comme on l'a dit, au niveau du regard cyclopique. Et on a le Sahasrara, qui est ce chakra transcendant, qui serait cette exception à l'intelligible solaire.